l'industrie laitière, mais notamment celle-ci. Donc un premier sujet sur les émissions industrielles, les rejets dans l'air et dans l'eau notamment. Un deuxième sur tout ce qui est classement et gestion de l'acide nitrique sur les sites. Un autre sur les emballages plastiques. Et pour finir, un point sur l'affichage environnemental qui fera en fait l'introduction aux présentations qui viendront par la suite. Donc, tout d'abord, pour ce qui concerne les émissions industrielles, donc, en fait, il y a eu une directive au niveau européen qui s'appelle la directive IED et qui donc préconise d'avoir recours à un certain nombre de meilleures techniques disponibles pour gérer les installations classées. Donc, à la fois, cette directive fait référence à un document européen qui s'appelle le BREF, alimentaire, et dans ce BREF, on retrouve une liste de meilleures technologies et on retrouve aussi des indicateurs chiffrés et des valeurs limites, justement pour pouvoir se comparer avec des valeurs de référence. Et par la suite, donc, suite à cette publication de ce document et de ces valeurs, chaque État membre doit, dans ses relations avec les entreprises et les installations classées, s'assurer qu'il y a une conformité par rapport à ces nouvelles valeurs. Alors, quels sont les sites qui sont concernés? Donc là, on est sur une réglementation qui vise les sites classés en catégorie IED. Donc, pour s'y repérer, vous avez plusieurs cas de figure sur cette diapositive. Donc, tout d'abord, si on a un site laitier qui ne fait que de la transformation de lait, c'est-à-dire qu'il ne reçoit que du lait. Donc, le seuil pour savoir si ce site est concerné ou pas par la directive, c'est de savoir s'il a une quantité de lait reçu supérieure à 200 tonnes par jour. Alors, on ne classe pas dans cette catégorie les sites laitiers qui vont recevoir de la crème, par exemple, ou des ingrédients de fruits ou autres pour faire la yaourt. Là, ils basculent dans une autre rubrique, et donc le seuil n'est plus par rapport à la tonnage de lait entrant, mais par rapport au tonnage de produits finis par jour. Et là, le seuil, c'est 75 tonnes. C'est la rubrique 3642. Je ne détaillerai pas les autres. Après, ce seuil évolue en fonction des parts entre les matières animales et végétales, mais il faut retenir ces deux seuils-là, c'est-à-dire soit on a 200 tonnes de lait par jour qui rentrent, soit on a 75 tonnes de produits par jour qui sortent. Alors, une fois qu'on a dit ça, on ne sait pas exactement qui est concerné et combien de sites en France. Donc, pour vous donner une idée, ça représente environ, pour le secteur laitier, 140 sites laitiers en France. C'est quand même un nombre assez important de sites qui sont concernés par cette évolution réglementaire. Alors, au niveau du calendrier, je vous passe les étapes précédentes. On va se focaliser sur ce qui vient juste de se passer et ce qui va arriver. Donc, le 4 décembre 2019, on a eu la publication au niveau européen des conclusions du BREF agroalimentaire, conclusions au journal officiel qui ont été publiées. Et à partir de cette publication, l'ensemble des sites agroalimentaires, parce que ce n'est pas que laitier, l'ensemble des sites agroalimentaires européens ont un an pour remettre un dossier de réexamen. Et dans ce dossier de réexamen, ils doivent dire si, en se comparant à ces nouvelles valeurs et à ces technologies, est-ce qu'ils sont ou pas dans les clous, est-ce qu'ils pratiquent déjà ces techniques et est-ce qu'ils atteignent des valeurs inférieures aux valeurs limites. Et la conclusion du dossier de réexamen, c'est de dire oui, c'est bon, je remplis toutes les exigences ou non, et dans ce cas-là, je m'engage à évoluer dans la période qui est autorisée, qui est en fait une période de 4 ans, à partir du 4 décembre 2019. Donc là, j'ai mis novembre, mais en fait, c'est décembre 2023. Au mois de décembre 2023, il faut que tous les sites, les 140 sites laitiers concernés, soient dans les clous au niveau réglementaire. Donc, je vous parlais d'une publication au niveau européen. Bien sûr, il y a une déclinaison au niveau français, et ça s'est fait au niveau d'un arrêté ministériel qui a été publié voilà, cette année, au mois de mars. Donc ça, c'est un peu pour le contexte. Maintenant, on va aller directement à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire les valeurs limites. Donc, on a deux grandes catégories, on va dire. En fait, on en a une troisième. La première, c'est tout ce qui est rejet des effluents. Là, on s'intéresse aux effluents qui vont partir directement, qui vont partir dans le milieu naturel. Il y a un traitement qui se fait sur site. Ça concerne 2 tiers des sites laitiers, on va dire. Et donc, une fois que les effluents traités sont rejetés dans le milieu naturel, il faut qu'ils respectent certaines normes, en fait. On a 4 critères qui sont ici, qui parlent peut-être à certains d'entre vous. La DCO, les matières en suspension, l'azote total et le phosphore. Avec à la fois des valeurs limites qui sont exprimées dans la première colonne pour l'ensemble des sites, mais également des autorisations à aller plus haut. Si je prends le cas de la DCO, par exemple, on voit que la limite, elle est à 100 mg par litre. Mais si l'abattement fait sur le site est supérieur à 95%, on peut aller jusqu'à 125 mg par litre. Un autre paramètre intéressant, c'est le phosphore total. Donc, on a pour tous les sites par défaut une valeur haute qui est fixée à 2 mg par litre dans les rejets. Mais pour les sites laitiers,
Et si l'abattement est supérieur à 95%, on peut monter à 4 mg par litre. Ça, c'est les valeurs limites européennes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, on a déjà une réglementation sur ces effluents qui est un petit peu plus stricte. C'est-à-dire qu'on a souvent une limite à 1 mg pour le phosphore, voire moins en fonction du contexte sur lequel est situé le site. Mais il y a aussi des sites qui actuellement sont plus par moment à 7 mg par litre. Donc ça veut dire qu'il y aura quand même des efforts à faire dans une certaine mesure. Mais dans la globalité des sites, c'est quand même des valeurs qui sont atteignables pour la partie émission directe dans l'eau. Si on passe maintenant à l'autre catégorie qui est les émissions dans l'air, donc associées au tour de séchage, typiquement quand on va faire du lait en poudre ou du lactosérum en poudre, on va avoir des particules de poussière de lait qui vont partir avec les buées. Et donc c'est là où il y a une valeur limite qui est établie. Donc à savoir sur ces tours de séchage, on a généralement, quand on a un système d'abattement, on a 3 systèmes possibles. C'est le filtre à manche, le cyclone et le laveur. Sachant que le plus efficace, c'est le filtre à manche, mais il n'est pas forcément compatible avec toutes les productions et il est aussi pas forcément facile à mettre en œuvre quand il n'est pas installé dès le début, en fait, dès la construction de la tour. Et donc, ça, c'est les techniques qui existent. Et puis, la valeur limite, c'est 10 mg par nanomètre cube. Elle peut monter à 20 pour 3 produits différents, les poudres de sérum déminéralisées, la caséine et le lactose. Et cette valeur de 10 mg par nanomètre cube, elle est beaucoup plus problématique que les limites qu'on a pu voir sur les effluents sur l'eau, puisque actuellement, la réglementation française, elle se situe à 40. Donc, ça veut dire que les sites doivent diviser par 4 leur valeur limite d'émission de poussière. Donc ça, c'est un vrai sujet qui touche pas mal de sites de transformation en France. Et donc là, il va y avoir effectivement des investissements et des choix à faire avant la date de décembre 2023. L'autre catégorie aussi, c'est tout ce qui est la gestion du froid sur les sites et notamment les fluides frigorigènes, puisque dans le bref, il est écrit qu'il faut maintenant avoir recours à des fluides frigorigènes qui sont dépourvus de potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone et qui présentent un faible potentiel de réchauffement planétaire. Alors faible, c'est pas quantifié là, donc c'est tout la complexité. Et dans la description, il préconise aussi que les fluides frigorigènes qui sont compatibles comprennent l'eau, le dioxyde de carbone et l'ammoniac. Donc il existe des systèmes de groupe froid à l'ammoniac déjà sur certaines installations qui ont des intérêts et des défauts. Mais après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe aussi un autre règlement européen qui s'appelle la directive F-Gaz, qui a déjà prévu de faire évoluer tous les fluides frigorigènes qui se trouvent sur les utilisations industrielles de froid. Donc, il y a déjà une programmation qui est faite entre 2015 et 2023, avec notamment le R22 qui est déjà interdit, et d'autres gaz qui peuvent être encore autorisés, mais qu'on ne peut pas acheter sur le marché en tant que substance pure, mais plutôt en tant que substance recyclée ou régénérée. Et puis, il y a d'autres, il y a tout un calendrier qui est prévu pour faire disparaître ces fluides qui ont un fort impact de réchauffement climatique et pour aller vers des fluides à plus faible impact. Donc ça, c'est un petit peu le contexte au niveau européen sur ce sujet-là. Donc, comme je vous le disais, les sites concernés doivent établir un dossier de réexamen. Et pour ce faire, il y a 2 guides qui sont disponibles actuellement. Un guide produit par le ministère et la DGPR, donc le ministère de l'Environnement, qui est général pour tous les guides de réexamen, parce que la directive IED ne concerne pas que l'agroalimentaire. Il y a un autre guide plus spécifique qui, là, concerne vraiment le bref agroalimentaire et la manière dont on peut comprendre ce qui est écrit dans le bref et comment rédiger son dossier de réexamen. Donc ça, c'est 2 documents utiles et qui sont, pour vos collègues qui sont concernés, ont déjà recours à ce document pour avancer dans la préparation de leur dossier de réexamen. Je vous propose de passer les 4 sujets réglementaires d'affilée, et puis on pourra venir aux questions à la fin si vous êtes d'accord. Donc, le deuxième sujet, c'est par rapport à l'acide nitrique. Donc, comme certains d'entre vous le savent, l'acide nitrique, c'est un produit de nettoyage très utilisé dans l'industrie laitière. Et il se trouve qu'en 2016, l'Allemagne, l'État allemand, a fait une demande pour changer la classification de cet acide nitrique et pour qu'il y ait une phrase de risque qui soit plus importante associée à l'acide nitrique concentré à moins de 70%. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'acide nitrique qui est utilisé sur les sites laitiers à ce jour, elle est souvent autour de 50, 55%, 53%. Donc là, l'idée, c'est de faire reconnaître un danger associé à ce produit, et donc, bien sûr, toutes les préconisations et toutes les précautions qui sont associées à ce danger. Donc, le danger, c'est la toxicité aiguë par inhalation, donc, de catégorie 3. Donc, ça, c'est quelque chose d'assez, comment dire,
voilà, d'assez classique. On pourrait se voir uniquement un changement d'étiquette, mais en fait, il y a un impact important. Puisqu'en fait, si l'acide nitrique bascule dans ce classement, et c'est ce qui s'est passé au mois d'août, il y a une prise en compte des quantités présentes sur site qui impacte le positionnement par rapport à la directive Seveso. En d'autres termes, tous les sites laitiers qui peuvent stocker, qui ont une capacité de stockage supérieure ou égale à 50 tonnes, sont classés en Seveso bas, seul Seveso bas. Sachant que l'image d'un site Seveso est quand même peu adaptée à l'image d'un site agroalimentaire. L'idée derrière ça, c'est que les sites puissent adapter leurs pratiques pour ne pas être classés en Seveso et tout ce qui va avec l'image Seveso qui est plus liée à l'industrie chimique, par exemple. Donc ça, c'est l'enjeu qu'il y a derrière cette évolution. Là, c'était juste pour préciser que en fait, on parle d'un acide nitrique classé entre concentration entre 26% et 70%. À partir du moment où il est inférieur à 26%, le danger n'est plus le même. Ce n'est pas la catégorie 3, c'est la catégorie 4. Ça reste dangereux, mais ça, on ne tient plus compte des tonnages dans le calcul. Donc, ce règlement donc du 19 mai, mais qui a été publié le 11 août, valide le nouveau classement de l'acide nitrique. Et donc, suite à cette validation, on avait déjà eu en 2018 un avis scientifique par le comité d'analyse des risques européen qui avait validé la validité scientifique de ce nouveau classement. Et après, il y a eu 2 ans de discussion politique pour savoir si on faisait évoluer ou pas. Donc là, maintenant, il a évolué au 11 août. Et le texte entre en vigueur 20 jours après, c'est comme ça que ça se passe au niveau des textes européens. Donc au 31 août, et à partir du 31 août, il y a 18 mois pour faire évoluer les pratiques sur les sites, pour soit déclarer, se positionner par rapport au classement Seveso, soit faire évoluer les pratiques. Alors faire évoluer les pratiques, c'est quoi? Il y a 2 solutions. Soit on cherche à être inférieur à 50 tonnes de stockage, et dans ce cas-là, on change les cuves de stockage, on passe à 30 tonnes par exemple, et on a des livraisons plus fréquentes sur site. Et la deuxième solution, c'est de recevoir directement de l'acide nitrique à une concentration inférieure à 26%. Mais ça nécessite des changements de pratique aussi au niveau des sites, puisque voilà, c'est pas géré de la même manière, les dilutions ne seront pas les mêmes après à l'utilisation. Alors si on va du côté des emballages plastiques, parce qu'il y a pas mal de communication et de réflexion et d'actualité sur ce sujet-là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une directive plastique à usage unique qui a été publiée en 2018 et qui cible en fait la genèse de cette directive, c'était de viser vraiment la pollution plastique sauvage qu'on retrouve dans les mers et sur les plages. Ce qui s'est fait, c'est qu'ils ont identifié une dizaine d'objets en plastique qui se retrouvent beaucoup dans ces lieux et essayer de mettre en place des mesures. Donc en ligne, vous avez les différents objets en plastique et en colonne, vous avez les différentes mesures qui sont à appliquer. Donc voilà, on voit en cercle ceux qui vont impacter le secteur laitier. Donc par exemple, les contenants alimentaires, la première ligne, vont être visés par des objectifs de réduction. Alors, réduction de la consommation, en fait, c'est la réduction de la mise sur le marché de l'emballage, c'est-à-dire trouver des alternatives, par exemple. Il n'y a pas de valeur chiffrée dans cette directive, c'est chaque État membre qui fixe ces valeurs. Après, il y a ce qui concerne les couteaux, les assiettes et tout ce qui est en plastique et les pailles. Donc là, il y a des interdictions de mise sur le marché. Donc pour ce qui est de la paille, que ce soit la paille, il y a 2 types de paille en fait. Il y a les pailles qui sont, on peut retrouver par exemple dans les fast-foods, où là c'est déjà interdit au niveau plastique, on a des alternatives de paille. Et après, il y a celles qui sont attachées aux briquettes de lait ou briquettes de jus de fruits. Donc celles qui sont attachées aux briquettes, elles ont encore autorisation de mise sur le marché jusqu'au 3 juillet 2021. Mais après, ce sera interdit aussi, donc il faut trouver des alternatives. Après, on a également tout ce qui concerne les contenants à boissons. Alors, on distingue contenants à boissons et bouteilles. Pour les contenants à boissons, il y a une obligation d'éco-conception au niveau de la fermeture et du bouchon. C'est-à-dire qu'à partir de 2024, on verra les dates tout à l'heure, il y aura obligation à ce que le bouchon reste attaché à la bouteille. Vous avez peut-être vu déjà sur des bouteilles d'eau, les bouchons qui s'ouvrent mais qui restent attachés. Ça, ce sera généralisé pour tous les contenants à boissons. Contenants à boissons inférieurs de 3 litres. Et de l'autre côté, on a les boissons, enfin les bouteilles, je veux dire. Et donc, ces bouteilles ont à la fois cette obligation d'éco-conception sur les bouchons, mais aussi une obligation de collecte sélective pour être séparées, pour pouvoir être recyclées, et aussi une obligation de pourcentage minimum de matière recyclée à l'intérieur de ces bouteilles. Donc, on va voir le détail
maintenant. Donc au niveau des dates, voilà, c'est en 2021, comme je vous le disais, au mois de juillet, on va interdire certains objets dont les pailles attachées aux petites briques. Il y a des mesures de réduction qui vont être mises en place au niveau de chaque État membre. En 2024, on a justement les bouchons attachés aux bouteilles qui entrent en vigueur en milieu 2024. En 2025, on commence à voir apparaître un minimum de 25% de matière recyclée dans les bouteilles en PET et 77% de collecte sélective pour les bouteilles. C'est les objectifs qu'il faut atteindre d'ici 2025. En 2029, il faut passer à 90% de collecte sélective pour les bouteilles. Et en 2030, à 30% de matière recyclée dans toutes les bouteilles. C'est-à-dire pas seulement les PET. En fait, au niveau des bouteilles en PET, c'est moins compliqué d'un point de vue technique de mettre de la matière incorporée. Mais les bouteilles en PEHD ou dans d'autres matériaux, c'est déjà un peu plus compliqué. Notamment pour les problèmes sanitaires et les problèmes de recyclage. Donc là, il y a des verrous techniques à soulever. Ça, c'était au niveau européen. Au niveau français, on a une loi qui est sortie le 10 février 2020, qu'on appelle la loi AGEC. En fait, c'est la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire. Et donc, dans cette loi, on reprend beaucoup de choses, en fait, mais notamment des préconisations portées par la directive européenne. Donc là, j'ai pris quelques extraits. Donc, l'article 5 de cette loi nous dit que l'objectif de la France est de tendre vers 100% de plastique recyclé d'ici le 1er janvier 2025. On a un deuxième objectif en l'article 7 qui nous dit que la France se donne pour objectif d'atteindre la fin de la mise sur le marché d'emballage en plastique unique d'ici 2040. Donc c'est un objectif très fort. Il faut voir si c'est réalisable ou pas, mais c'est un objectif très fort. L'article 11, donc là, c'est plus en lien avec les emballages, mais c'était intéressant de le mentionner aussi, c'est ce qui concerne le gaspillage alimentaire. On en parle pas mal. Là, l'objectif dans cet article 11, c'est de réduire de 50% d'ici 2025 le gaspillage alimentaire. Alors, d'ici 2025, c'est pour tout ce qui est distribution alimentaire et restauration collective. Et les 50%, c'est d'ici 2030 pour les autres maillons, c'est-à-dire la production, la transformation et la restauration commerciale. L'article 66, toujours dans cette même loi, on aborde justement les fameux pourcentages de collecte de 77% et 90% qu'on a vu tout à l'heure dans la directive plastique à usage unique. Et on a aussi un objectif de réduire de 50% d'ici à 2030 le nombre de bouteilles en plastique à usage unique. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas dans la directive européenne. Mais chaque État membre a le droit d'en remettre plus. C'est à son niveau. Il ne faut pas faire moins, mais on peut faire plus que ce qu'il y a au niveau européen. Voilà, est-ce qu'il y a quelques questions sur la partie emballage avant qu'on passe au dernier point, dernière actualité réglementaire? Bien, donc ce dernier point concerne l'affichage environnemental. On revient à notre fameuse loi AGEC, mais cette fois à l'article 15. Et dans cet article 15, ce qu'il est préconisé, c'est la mise en place d'un dispositif d'affichage environnemental ou environnemental et social volontaire. Et donc là, il nous précise que tout le reste des informations nous viendront par décret. C'est écrit dans la loi, mais après, les conditions de mise en œuvre viendront. Et ce qui est annoncé aussi au petit 2, c'est qu'il y a une expérimentation qui démarre à partir de la publication de la loi, c'est-à-dire pour une durée de 18 mois. Et pendant cette phase d'expérimentation de l'affichage environnemental, tous les acteurs publics ou privés, ça peut être la distribution, ça peut être des entreprises, ça peut être des fédérations ou des développeurs d'applications, peuvent proposer des modes d'affichage environnemental pour les tester auprès de consommateurs et voir comment ça peut avoir un impact éventuel sur leur choix de consommation au niveau du consommateur, mais aussi des impacts au niveau des entreprises sur leur stratégie d'éco-conception. Alors, quelques informations sur cette expérimentation. Donc, en théorie, elle commençait en février, mais en fait, il y a des phases qui se mettent en place, et là, on va dire que ça démarre juste sur le courant de septembre. Et puis, on a plusieurs groupes de travail qui vont réfléchir à la fois aux indicateurs, comment agréger les différents indicateurs, comment tester différents modes d'affichage, parce qu'il y a plusieurs choses qui sont possibles. On a souvent, par comparaison, l'idée d'aller voir ce qui se passe du point de vue de la nutrition, avec le Nutri-Score ou des choses comme Yuka, différents modes d'affichage. Ça va être un petit peu le même raisonnement, mais on n'a pas à ce jour de contraintes particulières sur l'affichage. C'est-à-dire qu'on peut tester pas mal de choses pendant cette expérimentation. À la fin de l'expérimentation, il y aura un bilan qui sera remis au Parlement.
Et là, ils vont nous dire, bah là, ce qui ressort comme pertinent, c'est plutôt d'utiliser tel ou tel type d'affichage. Mais pendant la phase de test, on est autorisé à tester un peu tout ce qu'on veut comme mode d'affichage. Et donc, sur la période janvier à mai, c'est là où on aura plutôt des tests consommateurs pour voir comment les consommateurs comprennent les différents types d'affichage qu'on peut leur proposer. Un exemple, mais mes collègues vous en parleront peut-être un peu plus tout à l'heure, par exemple d'indicateurs, on peut les classer en différentes grandes parties en fait. On a tout ce qui est critères environnementaux, et après on distingue les critères socio-économiques, dans lesquels on peut classer des aspects équitables des produits, provenance, ou bien également bien-être animal. Tout ça, c'est classé selon l'ADEME et l'INRAE, c'est classé en critères socio-économiques. Et si on regarde les critères environnementaux, ce qui nous intéresse, il y a aussi deux catégories. Les indicateurs de résultats ou d'impact, c'est-à-dire l'impact en termes de gaz à effet de serre, de pollution sur l'eau. Mais on a aussi des indicateurs de moyens, c'est-à-dire on n'est pas sur des valeurs chiffrées de résultats, mais plus sur des moyens, comme par exemple les différents labels qui peuvent exister, comme le bio ou HVE dont on parlait ce matin, ou d'autres aspects sans OGM. Et toute la difficulté, ce sera pour ceux qui le souhaitent de combiner les deux, c'est-à-dire de partir sur des données quantifiées et en même temps d'essayer de pondérer éventuellement avec des aspects plus qualitatifs ou des labels. Donc ça va être intéressant à suivre, on va dire. Pour vous donner une image aussi des exemples d'affichage qu'on peut retrouver, il y a eu en 2017 le lancement d'un pré-déploiement de l'affichage. Donc, ce n'était pas que pour l'agroalimentaire, il y avait aussi le textile, je crois qu'il y a Decathlon qui a fait ça aussi. Et au niveau de l'alimentaire, c'est le distributeur Casino qui s'est engagé à faire ça. Et donc, on avait ces trois types d'affichage, soit une notation avec des lettres de A à E, soit un impact global chiffré, on va dire, sur 100, ou bien pas de note agrégée, mais une note pour chaque indicateur. Il y avait ces trois possibilités qui étaient offertes. Et si vous allez sur le site internet de Casino, vous pouvez voir des premières valeurs, donc c'est sur leurs produits à marque. Mais c'est intéressant de regarder, là c'est des résultats pour les yaourts. On peut voir que la note va varier fortement. Alors sur les deux premières, on pourrait se dire que c'est l'effet des fruits, parce qu'on passe à 46, mais le deuxième c'est un yaourt aromatisé. Et ce qui est intéressant, c'est de comparer le premier avec le dernier, sont tous les deux des yaourts nature, mais qui ont quand même une note entre 3 à 4 fois supérieure, on va dire. Donc voilà, on ne va pas s'étendre sur. C'est intéressant de creuser, de comprendre et de voir qu'on peut avoir des notes vraiment différentes pour une même catégorie de produits. Mais on ne va pas détailler plus que ça aujourd'hui. Voilà, donc l'idée, c'est une présentation rapide, c'était vraiment de vous montrer un petit peu ce qui arrivait au niveau réglementaire. Peut-être que certains d'entre vous sont déjà conscients de ces évolutions-là. Mais voilà, c'était pour vous en tenir informé. Donc je ne sais pas si ça suscite des questions de votre part ou des demandes de précision. Non, pas spécialement. Très bien.